Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc je vois qu'on a 74 personnes qui sont connectées. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire, les incontournables pour bien vivre avec une stomie. Donc moi je suis Adeline et vous avez Isabelle et Sandrine qui sont avec nous. Et on est très heureuses toutes les trois de vous accueillir. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, on va commencer à y aller tout doucement pour introduire cette troisième conférence en ligne de notre série de webinaires, les FSK Live Stomy. Donc, on a le plaisir de vous proposer différents webinaires autour de la stomathérapie en accueillant à chaque fois différents intervenants qui vont partager leur expertise, comme Sandrine aujourd'hui, et puis leur témoignage, leur expérience de vie, comme Isabelle. Donc, avant de donner la parole à nos oratrices du jour et puis que vous nous rejoigniez petit à petit, je vais vous rappeler quelques petites règles de fonctionnement pour cet événement. Alors, donc, on se retrouve dans une salle de conférence où, dans cette salle, finalement, vous voyez au centre la présentation. Sur le côté gauche, vous devez avoir nos miniatures caméras et à l'écran à droite, vous avez le chat que je vois que vous êtes en train de découvrir un petit peu tous petit à petit avec vos messages pour nous dire bonjour. C'est chouette. Et c'est à cet endroit-là, du coup, que vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions, voilà, partager vos petits conseils aussi, même si c'est pendant la présentation, puisque du coup, on reviendra sur, euh, sur les questions que vous nous mettez. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit modérer nos discussions? Voilà, il y a quelqu'un effectivement qui participe à cette modération, mais plus pour nous pousser les questions que vous avez durant la conférence. Si vous êtes là aujourd'hui, donc c'est que vous bénéficiez de nos services FSK ou vous souhaitez en tout cas en savoir plus sur notre accompagnement et puis qu'on puisse partager un petit peu tout ce savoir qu'on a de part et d'autre. Et d'ailleurs, pour commencer, qui nous sommes exactement chez FSK? Donc en fait, nous sommes un prestataire de santé à domicile qui est comme spécialisé dans la prise en charge des patients stomisés ou atteints de troubles de la continence. Notre objectif, c'est de simplifier la vie des patients en assurant la livraison du matériel médical 100% gratuite. Et pour ce faire, nous vous accompagnons en vous fournissant un soutien et un conseil clinique tout au long de votre parcours. Notre équipe, vous le voyez, on a un délégué en local pour la prise en charge, un suivi personnalisé qui est effectué par nos chargés de clientèle, une infirmière conseil, comme on a la chance d'en avoir une aujourd'hui, comme Sandrine, qui va opérer du coup le suivi clinique en effectuant des retours à votre professionnel de santé et enfin, bien sûr, une équipe administrative et logistique. On intervient donc pour participer à améliorer la qualité de vie et celle de tous les patients qui bénéficient de nos services. Et bien sûr, en complément de l'équipe soignante qui vous a accompagné en établissement. Et notre rôle, c'est d'assurer votre suivi dès lors que vous êtes de retour à votre domicile. Et à ce jour, ce sont plus de 200 000 patients que nous avons accompagnés. Chez FSK, on a mis en place des parcours patients protocolisés. Je vois en même temps que le nombre de connectés augmente. On est à 89. Bienvenue à tous. Donc, je vous disais, on a mis en place des parcours patients protocolisés et personnalisés pour être au plus proche de vous et pour répondre à vos besoins spécifiques. On a trois grandes étapes. Le retour à domicile, où on met en place un suivi clinique renforcé par notre équipe d'infirmières conseil FSK en collaboration avec votre professionnel de santé. Une phase d'adaptation où notre équipe de chargés de clientèle assure votre accompagnement avec des moments clés identifiés pour vous aider à gérer au mieux cette période. Et enfin, la phase de vivre avec qui va débuter plusieurs mois après pour continuer à vous accompagner au quotidien, répondre à vos questions et s'assurer que vous gérez votre matériel médical en toute autonomie et de la façon la plus sereine possible. C'est maintenant le moment de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, on a deux animatrices aujourd'hui, donc à savoir
Sandrine Escribe, qui est notre infirmière stomathérapeute conseil FSK toulousaine. Donc, on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle fait les lunes, pardon, de nos 30 infirmières conseils chez FSK. Elle est infirmière depuis l'an 2000, diplômée en stomathérapie depuis 2011 et infirmière stomathérapeute conseil chez FSK depuis maintenant 8 ans. Sandrine, elle représente aujourd'hui la région toulousaine, si on a les Toulousains parmi nous. Elle travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé en établissement et les infirmiers libéraux pour prendre en charge les patients stomisés sur la région et les accompagner dans le cadre de leur retour à domicile. Mais qu'est-ce que la stomathérapie exactement? C'est la maîtrise des connaissances techniques et des principes de relation d'aide qui vont permettre au stomisé de retrouver son autonomie après l'intervention afin de reprendre une vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale aussi normale que possible. C'est aussi l'objet finalement de notre événement aujourd'hui. Et vous le verrez lors de la conférence avec Sandrine que cette discipline va bien au-delà de l'explication du soin de l'ostomie. Et ce sera l'occasion pour nous d'explorer différentes thématiques de vie et de répondre à toutes vos questions. Et enfin, nous avons Isabelle Bureau, qui est patiente urostomisée depuis plus d'1 an. Et donc, Isabelle nous vient tout droit de Lyon. Donc, c'est le département le plus au nord de la Bourgogne, hein, pour vous situer géographiquement. Elle a 61 ans, elle est maman de 2 enfants et a travaillé longtemps en tant qu'éducatrice spécialisée dans le polyhandicap. Elle a toujours eu pour moteur d'aider les autres à rendre la vie un peu plus facile, un peu plus douce. C'est en 2000 qu'Isabelle est diagnostiquée d'un syndrome de la queue de cheval suite à une hernie discale paralysante. Pour vous dire un petit peu, le syndrome de la queue de cheval se caractérise par la compression des nerfs qui se situent à la base de la colonne vertébrale. À partir de ce diagnostic, elle va entamer un long parcours rythmé d'infections urinaires à répétition, de pyélonéphrite, de septicémie ou encore de globe vésical jusqu'à l'intervention chirurgicale de l'urostomie qui s'imposera. L'ablation de la vessie entraînera le port d'une poche de stomie urinaire en juin 2023. Isabelle nous partagera durant l'événement son parcours, parfois étonnant, peut-être similaire ou différent du vôtre, et aussi les défis qu'elle a pu relever avec sa poche. Isabelle vous racontera ce qui s'est passé depuis son retour chez elle et jusqu'à aujourd'hui. Vous le verrez dans son témoignage, peu importe l'astomie, elle aime se dire qu'elle vit à fond la caisse, avec une vie pro et perso très intense. Et c'est quand on l'écoute qu'on se rend compte effectivement qu'il en faut de l'énergie pour la suite dans son quotidien. Donc, nos intervenants vont répondre à vos questions en direct. N'hésitez pas, nous sommes là et pour que tout se passe au mieux. Si jamais vous avez un petit problème technique, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme je vous disais, il y a une personne aussi qui est là pour gérer cette partie. Donc, si vous ne nous entendez pas, vous ne nous voyez pas, vous avez perdu la connexion, reconnectez-vous. Mais en tout cas, voilà, ce sera géré. Donc, faites-le nous savoir dans le chat. Alors, donc, commençons. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par bien vivre? Puisqu'on vous disait, c'est les incontournables pour bien vivre avec une stomie. Bien vivre, c'est une approche qui cherche à promouvoir un état général de bien-être en équilibrant les dimensions physiques, mentales, sociales et environnementales. Et cela nécessite un accès à des soins de qualité, un soutien social, ainsi qu'une approche préventive et éducative de la santé. C'est aussi un petit peu notre raison d'être chez FSK, puisque on essaye justement par les parcours patients que nous mettons en place à participer à améliorer la qualité de vie des patients que nous accompagnons. Donc, c'est un sujet qui est véritablement au cœur de nos préoccupations chez FSK. Pour ce webinaire, on s'est intéressé finalement à la pyramide des besoins. Vous connaissez peut-être cette pyramide qui avait été, enfin, la pyramide de Maslow. Et donc, du coup, on a essayé de transposer finalement nos sujets du webinaire dans cette pyramide avec ce premier niveau que sont les besoins physiologiques. Donc, c'est gérer son matériel médical, manger, s'hydrater, dormir pour pouvoir ensuite accéder au niveau supérieur
que seront les besoins de sécurité. Donc, c'est s'habiller, c'est toujours gérer son matériel médical pour pas rencontrer de fuite, pas avoir de problématiques ou autre. Et on en parlera avec nos deux intervenantes. Et pour encore une fois accéder à un nouveau besoin, que sont les besoins d'appartenance. On va parler de la vie de couple, de la vie sociale, du sport, de l'activité physique, entre autres, pour encore une fois franchir un nouveau cap, en tout cas qui va vous guider petit à petit vers l'autonomie, la sérénité, la confiance en soi, et jusqu'au besoin d'accomplissement. Et là, je fais une petite parenthèse du coup par rapport à Isabelle qui s'exprime aujourd'hui et qui va porter finalement la voix des patients. C'est peut-être aussi ce vers quoi vous cheminez aujourd'hui petit à petit, de vouloir partager aussi à d'autres personnes qui sont stomisées ou près d'aidants ou de professionnels de santé, parce que c'est aussi important que d'avoir ces témoignages. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, l'un des premiers besoins physiologiques qui est de gérer son matériel médical, qui de mieux pour le dire que finalement une personne qui est même stomisée, donc le témoignage d'une personne stomisée digestive. Donc, au début, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Je partais faire des courses et à peine dans le supermarché, une fuite. Il fallait tout abandonner, rentrer chez moi en courant, prendre une douche et changer ma stomie, retourner à mon chariot et faire mes courses rapidement en espérant que ça tienne le coup. Je vais du coup donner la parole à Sandrine après cette longue introduction pour que Sandrine puisse nous parler de la gestion du matériel médical. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai que souvent, quand on a été opéré, on est appareillé en établissement et les appareillages qui sont mis en établissement quand malheureusement on fait peu d'activité puisque on est beaucoup au lit, on va un peu au fauteuil, on marche un petit peu dans le couloir, mais on fait pas une grosse activité. Donc, dès que l'on rentre à la maison, on peut rencontrer des problèmes avec l'appareillage. Ça arrive très souvent les premiers mois, malheureusement. Mais soit on a une stomathérapeute en établissement qui peut nous suivre et souvent elle refixe des rendez-vous à 15 jours, 3 semaines pour revoir cette problématique-là. Soit vous n'avez pas de stomathérapeute d'établissement et donc vous faites avec les infirmières stomathérapeutes de vos prestataires de services qui interviennent à domicile pour réajuster l'appareillage. Parfois, il nous faut un petit peu de temps pour trouver le bon appareillage parce qu'il existe quand même une multitude de laboratoires et que s'il existe autant de laboratoires, c'est que tout simplement, on a besoin de tous ces laboratoires pour pouvoir trouver celui qui est le plus adapté au ventre. Une fois qu'on a trouvé le bon appareillage, malgré tout, de temps en temps, il suffit qu'on ait une grosse vague de stress ou autre qui va faire qu'on va suer énormément et ça peut faire décoller l'appareillage. Donc, il faut toujours avoir un appareillage de secours sur soi qui soit prêt à être posé. Voilà, pour les gens qui sont autonomes rapidement. Et surtout, il faut bien vider régulièrement sa poche. Ça, c'est le secret. Même s'il n'y a pas beaucoup dans la poche, on se dit, oh là, il n'y a pas beaucoup, ça peut tenir 1 heure, je vais juste faire l'aller-retour pour aller acheter le pain. Non, on ne sort pas de la maison si on n'a pas une poche vide. Il faut que, quand on quitte le domicile, la poche soit vide, de manière à être tranquille et qu'on ait l'esprit libre. Ça, c'est vraiment important. S'il y a des irritations, bien sûr qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur la peau parce qu'autrement l'appareillage ne colle pas. Donc quand on parle aux gens de mettre des crèmes, des choses comme ça, surtout pas. Il faut se rapprocher d'une stomathérapeute pour vraiment, en fonction de la problématique, qu'elle vous dise quoi mettre sur votre peau pour la réparer. Donc ça, c'est vraiment important, non, jamais n'importe quoi. Il faut toujours avoir l'avis d'une stomathérapeute qui va savoir quoi après,
après, je vais laisser la parole à Isabelle pour voir elle, comment elle gère, comment elle a géré. Bonjour à tous. Donc, j'ai eu la chance d'être prise en charge avant l'opération par une infirmière stomathérapeute dans la clinique où j'ai été opérée sur Lyon. Et cette nouvelle appareillage, cette découverte, m'a été bien expliquée et j'ai souhaité porter ce matériel nouveau avant mon intervention. J'ai anticipé des soins, je me suis préparée aux soins à la maison avant l'intervention. Je me suis inventé cette nouvelle vie. Je me suis habillée, j'ai testé mes habillages avant l'intervention. Je suis allée même à la plage avant l'intervention en anticipant cette poche. Et le jour de la réalité, le jour de l'opération, j'étais complètement, presque, j'allais dire, habituée au port de cette nouvelle chose qu'il y avait sur moi. Et pour moi, c'était rien du tout. Et donc, quand je suis sortie de la clinique, j'ai été largement prise en charge par l'infirmière stomathérapeute et de la clinique et de FSK, qui m'a bien pilotée sur le confort que je pouvais avoir, comme l'a dit Sandrine, à vider ma poche, à prendre soin de ma douche, à bien sécher ma peau. Et j'ai bien écouté tous ces conseils qui étaient vraiment, vraiment, vraiment préparés d'avance avant le retour à la maison. Et le retour à la maison, ça a été que du bonheur, puisque j'ai fait mes soins tranquillement, sans avoir à avoir une infirmière auprès de moi. J'avais été complètement briefée par les infirmières stomathérapeutes que je remercie infiniment. Elles sont très importantes, mais vraiment très importantes, et les prestataires de services dans la mise en place de cette nouvelle vie. Voilà ce que je peux dire. Ça n'a pas été un souci pour moi, aucunement. Merci à toutes les deux. Je vois qu'il y a un commentaire pour cela. Alors, je pense qu'il y a effectivement des personnes, Isabelle, qui n'ont pas forcément vécu peut-être la situation de la même façon. Bien sûr. Euh, c'est Moi, ça a sûr été que facile. on va dire que toi, l'astomie aussi, elle est arrivée, comment dire, comme une vraie solution par rapport aux problématiques que tu rencontrais dans ton quotidien, en fait. Complètement. Puisque Ouais. j'étais réfractaire à toutes les antibiothérapies, c'était terminé. Et donc, c'était une question de vie. Et la stomie, c'est la vie, c'est l'ouverture, c'est la stomie en grec, c'est la bouche. Donc, ma bouche était ouverte pour continuer à parler, continuer à vivre et continuer à être auprès des miens. Et voilà. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que la stomie, et c'était que du bonheur. Et j'ai tout préparé avec bonheur parce que je savais que j'allais continuer à pouvoir ouvrir mes volets tous les matins et Mm. voir le soleil tous les matins. On a effectivement une personne qui nous partage son témoignage, son expérience. Donc, c'est Roberto qui nous dit que personnellement, le retour a été très difficile à la maison au retour de la chirurgie. Donc, voilà, c'est d'autres expériences. Et Yasmine te demande, Isabelle, si Oui. cela veut-il dire que tu changes toi-même les poches tous les jours? Alors, je change les poches tous les jours moi-même et c'est tout à fait facile. Et grâce aux conseils de FSK, grâce au contact qu'on a avec l'équipe de FSK que j'ai eu au début, j'ai pu continuer à améliorer la façon dont je m'y prenais, faut le dire. Ça a été très simple. Et je change toute seule mes poches et avec une vitesse
c'est pas un souci. Je suis complètement autonome. C'est rentré Ça, dans tes habitudes, en fait, c'est ça que tu veux nous c'est dire. rentré dans mes habitudes de vie. J'allais dire, mettre des chaussettes, Mmh. c'est plus compliqué pour moi de mettre des chaussettes que de mettre ma poche et de faire mes soins de mastomie. Et tout est prêt avant de prendre ma douche. C'est une question d'organisation. Et au même titre qu'on prépare ses vêtements parce qu'on va sortir et on a envie d'être belle, et ben voilà, on a envie d'être jolie aussi. Donc la stomie, ben, elle est prête. Enfin, mon appareillage est tout à fait prêt, au même titre que ma brosse à dents. Et voilà, avant de me préparer. Si ça répond à Mmh. Yasmine, Je vais, cette phase. je vais reprendre la même. Je pense qu'il y a des gens qui malheureusement se retrouvent avec des stomies faites en urgence, donc qui ne sont pas du tout préparés, pas du tout annoncés. Donc là, Oui. forcément, psychologiquement, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est quelque chose que nous, les stomathérapeutes, quand même, nous respectons. Donc forcément, quand vous retournez à la maison, il n'y a pas d'autonomie. Donc du coup, ça va être l'infirmière libérale qui va prendre le relais. Et moi, je dis, ce qui est important, c'est juste de savoir vider sa poche au départ. Au départ, malheureusement, ça c'est incontournable. Le patient doit savoir vider sa poche, quelle que soit sa stomie, même s'il n'est pas autonome, parce que l'infirmière libérale ne peut passer que 2 fois par jour. Et donc, entre les passages infirmiers, il faut bien sûr que on puisse vider sa poche. Après, c'est en fonction du vécu que l'on a. On a tous un vécu qui nous est propre. Mais je trouve que c'est bien d'arriver à être autonome au moins au changement de poche pour avoir justement un peu plus d'autonomie et être un peu plus libre dans ses activités quotidiennes et pas être tributaire toujours de l'heure à laquelle l'infirmière va arriver parce qu'elle vous a dit, l'infirmière, qu'elle passerait entre 9h30 et 10h, mais elle arrive à midi parce qu'elle a eu une urgence. Donc, du coup, ça vous a bloqué toute la matinée à la maison. Et donc, c'est bien d'arriver à au moins changer sa poche. Comme ça laisse un peu plus de liberté. Mais tout ça, c'est très progressif. Et moi, je dis toujours, il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on vide sa poche. Quand on est à l'aise à la vidange de la poche, là, on apprend avec l'infirmière à changer la poche. Et quand c'est devenu quelque chose de facile pour soi, on peut alors essayer d'arriver à faire le soin tout seul. On sait aussi très bien qu'il y a des patients qui n'y arriveront jamais parce qu'elle est mal placée, parce que psychologiquement, pour eux, ça leur est vraiment, vraiment impossible. Donc là, c'est quelqu'un qui va continuer à intervenir. Donc, soit toujours l'infirmière libérale, soit des aidants, parce qu'il y a parfois des aidants qui prennent le relais. Donc souvent on se dit c'est l'épouse qui prend le relais, mais moi dans mon expérience de vie j'ai vu aussi des hommes prendre le relais pour leur épouse. Voilà, c'est pas un souci, c'est pas un souci. La seule chose c'est qu'il faut par contre vider sa poche, ça c'est primordial. Je pense que ce que tu dis, Sandrine, ça répond peut-être en partie à ce que, à l'expérience que Anne-Marie nous décrit, puisqu'elle nous dit que je ne suis pas sûre que ça soit simple pour tous. C'est mon fils qui est urostomisé et c'est moi qui change ses poches car lui n'y arrive pas. Oui. Donc peut-être que de progresser par étapes sur déjà le fait de vider la poche et ensuite de petit à petit essayer de prendre en main les choses, peut-être à quatre mains au début. C'est peut-être aussi comme ça Oui, qu'on peut Oui. commencer, ouais. oui, oui, toujours à quatre même. C'est ça que moi je dis toujours, soit c'est, si les dents a pris complètement le relais, il faut que ça soit à quatre mains avec les dents, mais souvent c'est moi dans mon secteur, c'est beaucoup les infirmières libérales, et du coup c'est du Mhm. quatre mains avec les infirmières libérales pour que au bout d'un moment on devienne à l'aise. Après, dans mon expérience, voilà, là je pense à un jeune homme que j'ai vu la semaine dernière, qui est tout jeune, qui pourrait être autonome, mais il a un petit handicap qui fait que, du coup, il change sa poche tout seul.
Ça, c'est pas le souci. Lui, ça fait plus d'1 an qu'il a la stomie maintenant, donc changer sa poche, ça lui pose pas de problème. Par contre, pour le support, c'est toujours l'infirmier libéral et je pense que ça va durer sur plusieurs années. Mais au moins, ça permet aux infirmiers de jeter un œil sur le soin qui est fait, jeter un œil sur la peau, parce que je sais que cette personne-là ne fera pas attention si sa peau rougit ou autre par rapport à son petit handicap. Donc, ça pose pas de problème non plus. Oui, On c'est là a, où je oui, m'excuse. C'est vrai que j'en ai rencontré là parce que j'ai fait partie une association sur Ulrico Champagne et dont effectivement j'ai cette chance d'avoir été accompagnée à l'hôpital dans les gestes, de savoir vider sa poche, très important. Et j'ai eu cette chance et c'est pas le cas de tout le monde et je comprends les difficultés qu'elle rencontre à la maison au retour et mm. d'avoir besoin d'un aidant et de la présence de l'infirmière. Je comprends. J'ai vu le défi que ça pouvait être. C'est vrai que c'est très important ce que tu dis, Isabelle, le fait d'avoir une infirmière stomathérapeute, une infirmière qui a été formée justement et qui peut aider les personnes qui se retrouvent dans cette situation. C'est important de souligner que quand on est bien entouré avec des personnes qui ont l'expertise, ça aide à aller aussi plus facilement de l'avant. On a des témoignages qui sont arrivés. François qui nous dit, c'est vrai que c'est facile de changer la pose, sauf que quand on est en fauteuil, on ne maîtrise pas tout car on n'a pas de vue sur l'entière stomie. Donc, Oui. d'où c'est plus facile avec l'aide d'une tierce personne. On a un autre témoignage où Sylvie nous dit, le retour à mon domicile a été facile. Le personnel soignant à la clinique m'a énormément stimulé et aidé. Le soutien Oui. et Le soutien. l'expertise, ça compte. J'ai pu rapidement retrouver une autonomie. La première fois que j'ai changé ma poche, l'infirmière hospitalière m'a dit, aujourd'hui, tu changes ta poche toute seule. Je suis à tes côtés pour te guider. Le 26 décembre, cela fera 1 an que je suis colostomisée et changer ma poche fait partie de ma vie. Ma poche, je l'ai baptisée Loulou. Et moi, je l'ai baptisée Queen Bee pour des raisons qui sont affectives avec mes filles. Je l'ai baptisée Queen Bee. Et c'est la reine de la vie, ma poche, voilà. On a chacun un petit mot sur notre poche. Moi, j'avais des patients qui lui donnent tout style de nom. Mais j'avais une jeune patiente qui était fan de Pokémon et qui avait donné Oui. un nom que je connaissais pas chez les Pokémon et que j'arrivais jamais à dire. Et C'est voilà, donc important de la nous, nommer parce qu'elle fait partie de ce nouveau tout à corps. fait. Et c'est la reine de notre vie, c'est la reine de notre vie, notre stomie. Même si je comprends bien et je le conçois, c'est pas toujours facile. Effectivement, pour quelqu'un qui est en fauteuil, faire ses soins tout seul, c'est pas vraiment évident. Je comprends tout Ouais. ça, mais, euh, mais c'était quand même bienvenu, bienvenue à notre stomie. Voilà. Et on a une autre personne, Magali, qui nous dit, moi, avant l'opération, j'ai malheureusement pas pu avoir rendez-vous avec une Oh, stomathérapeute, mais dans mon cas, ce sont mes infirmières qui m'ont beaucoup aidée, donné beaucoup de conseils. Et après mon retour à la maison, 2, 3 jours après, pour commencer à faire les soins pour changer ma poche. Bernard nous dit, au retour de l'hôpital, passage d'une infirmière libérale qui n'avait pas d'expérience en stomie. C'est moi qui ai assuré la formation à l'hôpital. oui. J'avais été très bien conseillée. Donc c'est bien d'avoir une personne qui s'y connaît quand on est en établissement, puisque comme tu disais, Sandrine, parfois tous les infirmiers libéraux n'ont pas forcément le même niveau de connaissance. Et c'est aussi notre raison d'être et d'exister, c'est aussi pour accompagner et aider les infirmiers libéraux à gérer ce matériel médical à domicile. On a une question de Michel qui nous dit, est-ce que le matériel pour l'urostomie a évolué depuis quelques années pour éviter si possible les fuites comme pour les stomisées digestives? Oui, 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 il y a il y a eu des nouveautés qui sont arrivées sur le marché, donc je ne sais pas depuis quand il est stomisé. Ouais. Mais là, ces 2 dernières années, il y a quelques laboratoires
qui ont sorti des nouveautés. Donc, il ne faut pas hésiter de se rapprocher d'une stomathérapeute pour Ouais. qu'il puisse voir le matériel, voir si c'est adapté à son ventre et le tester. Très bien. Si vous avez d'ailleurs, par ailleurs, des questions très ciblées par rapport à une problématique que vous rencontrez et que vous voulez qu'on prenne le temps d'échanger avec vous, vous pouvez cliquer sur un petit onglet qui apparaît, qui est nous contacter ou nous recontacter. Comme ça, après le webinaire, on pourra rentrer en contact directement avec vous pour peut-être solutionner une problématique que vous avez ou vous réorienter justement vers un professionnel de santé. Marcel me dit, pourriez-vous nous parler un peu plus du support, s'il vous plaît? Il est très dur à découper pour le mettre à la taille de la stomie. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce niveau-là pour Marcel? Alors, moi, je conseille de prendre comme du film transparent. Vous savez qu'on a tous pour faire l'étanchéité sur nos plats, voilà, avant de les mettre au frigo. Donc, c'est transparent. Vous coupez un petit carré, vous le positionnez tout simplement sur la stomie, vous le maintenez. Avec un marqueur, vous faites le tour de votre stomie. Puis, alors c'est vrai que des fois c'est un peu, voilà, moi j'essaie de prendre celui-là qui est un peu plus épais. Vous le découpez et après vous le repositionnez sur votre support. Pareil, vous avec un marqueur, vous faites le tracé et vous savez que vous devez découper à l'extérieur du trait. Il y en a d'autres qui font, quand ils ont des compresses stériles à la maison, avec un côté transparent, un côté opaque, qui le font avec le papier transparent de la compresse pour faire le gabarit. Après, il y a des établissements qui sont sympas, qui vous font le gabarit avant de partir et qui vous le laissent pour que vous puissiez après à chaque fois le reporter. Si la stomie est ancienne, en fonction des poches que l'on a, attention, c'est pas pour tous les laboratoires, mais parfois il peut exister du prédécoupé. Donc se renseigner si le matériel que vous avez existe en prédécoupé et si c'est possible pour vous de l'avoir. Mais je dis bien, tous les laboratoires ne le font pas, donc il faut quand même se renseigner avant de savoir si ça existe ou pas. Et je pense que c'est bon. J'ai dû répondre à Merci la question. Sandrine. Je vais lire deux autres petits témoignages. Donc, on a Mickaël qui dit: Je suis paraplégique depuis bientôt 10 ans et je fais mes soins seule depuis le début. C'est sûr, c'est toute une organisation au début, effectivement, pour prendre en main les choses. Max nous dit: Cela fait 11 mois que je suis stomisée, bien informée et formée par le stomato de l'hôpital. À ce jour, c'est mon épouse qui opère aux soins pendant plusieurs mois, pas de réel problème, si ce n'est là des problèmes avec la liaison avec la poche de nuit qui crée un vide et froisse la poche de jour. Parfois, ma poche de jour s'écoule mal dans la poche de nuit. Très rare. Je pense que on va bientôt parler justement de la nuit, parce que je vois qu'il y a des questions sur les poches de nuit spécifiquement. Et je vois une autre question sur la piscine. On va parler de l'activité physique. On va pouvoir y revenir. Et j'ai bien vu aussi une question sur des soucis d'allergie de Laurent. Alors, Laurent, j'ai bien noté votre question et je pense que ce serait intéressant qu'on vous recontacte aussi à la suite du webinaire pour y répondre plus précisément. On continue d'avancer dans cet événement. Donc, le sujet s'adapter pour dormir, puisqu'on avait des questions sur ce sujet. Pour commencer un témoignage, je ne savais même pas comment dormir. Ce n'est pas pareil chez moi, avec mon mari et seul dans un lit d'hôpital. Je ne réalisais pas et ça n'a pas été évoqué. Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelques conseils pour s'adapter pour dormir. Alors, déjà, ça va être différent, stomie urinaire, stomie digestive. Surtout stomie, les colostomies. Donc, au départ, on essaie toujours de trouver une position qui est confortable. Quand on rentre à la maison, il faut essayer de trouver une position confortable. Donc, on peut rajouter des coussins, on peut rajouter un traversin pour essayer de trouver une position un peu confortable. Après, au fur et à mesure du temps, il n'y a pas de côté pour dormir. C'est pas gênant si on dort sur le côté de la poche, si la poche elle est bien vidée, bien sûr, avant.
J'ai même des patients, moi, qui dormaient sur le ventre et qui redorment sur le ventre avec leur poche. Ça pose pas trop de soucis. Par contre, au niveau urinaire et certaines iléostomies, on est obligé de rajouter donc forcément une poche de nuit qui va être en bas du lit pour pouvoir collecter tout ce qui s'évacue. Donc là, il faut, par contre, moi je conseille toujours déjà de fixer correctement la poche sur la jambe. Donc il y a des gens qui inventent des petits tissus, des petits bandeaux qu'ils arrivent à glisser et comme ça cale bien la poche qu'on a sur le ventre avec la poche de nuit pour qu'elle soit bien fixée, que ça évite de vriller. Il y a des gens qui utilisent des collants. Donc, moi, le collant, je suis pas très pour parce que je trouve que ça peut être allergisant, mais ça me dérange pas non plus, du moment que ça leur convient. Mais par contre, voilà, pour éviter ce vrillage, il faut vraiment positionner correctement sa poche de jour avec sa poche de nuit. Et pensez à toujours bien la mettre en déclive, donc en bas du lit. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des lits, par contre, des fois qui sont très hauts et qui ont besoin de rajouter des supports de poche. Il faut quand même faire attention que la déclive soit suffisante pour que la poche de nuit puisse se remplir. Sur les briquaires ou tout ce qui est urostomie, la poche de nuit est obligatoire parce qu'autrement ça obligerait les gens à se lever toutes les 1h30 à 2 heures pour aller vider la poche, donc ça c'est pas possible puisque à cause d'un problème d'une endorphine, quand on a plus la vessie, on urine souvent plus la nuit que la journée. Pour certaines iléostomies courtes, c'est pareil, on est obligé de rajouter cette poche pour éviter que les gens se lèvent toutes les 2 heures pour la vider leur poche. Pour les autres iléostomies, quand elles sont plus basses, souvent les gens se lèvent une fois la nuit pour faire pipi. Ça suffit pour leur poche, donc ils vident leur poche en même temps qu'ils vont aux toilettes et ils n'ont pas besoin, eux, de raccorder leur poche. Pour les colostomies, moi, je conseille toujours, quand les gens sont autonomes à leur poche, de changer la poche le soir avant d'aller au lit, pour partir l'esprit tranquille. Moi, je suis une des infirmières qui dit toujours à ses patients, changer la poche 2 fois par jour. Une fois le matin pour être tranquille pour la journée et une fois le soir pour être tranquille pour aller dormir. Donc, je suis une adepte du changement de poche 2 fois par jour. Je sais que c'est pas le cas de tous mes collègues parfois, mais moi, c'est mon conseil. J'espère avoir répondu à un maximum d'informations. Merci Sandrine. Isabelle, toi, tu peux nous dire un petit peu comment se sont passées les nuits? Alors, j'ai un passif de sonde à demeure. J'ai vécu beaucoup avec une sonde à demeure et j'avais l'habitude de vivre avec cette sonde et j'avais le Tubifast. Donc c'est comme un collant. Donc je passe mes nuits avec ce collant que je mets sur ma poche. Et du coup, je peux bouger, je peux me mettre sur le ventre. C'est pas une obligation c'est pas une obligation qu'elle soit en déclive. Mais j'y veille quand même à ce qu'elle soit en déclive de temps en temps. Je suis un peu réveillée la nuit, ça c'est indéniable. Et donc, je fais attention que ma poche soit bien mise pour ne pas avoir de soucis. Mais le fait d'avoir eu la sonde à demeure, ça m'a aidé à vivre mes nuits correctement au retour à la maison. Ça n'a pas été un gros souci pour moi. C'était plutôt un soulagement. À quoi tu fais attention finalement aujourd'hui avant d'aller te coucher? Avant d'aller me coucher, je fais attention que si jamais j'ai une fuite, ce qui m'arrive rarement, j'ai cette chance, vraiment très très rarement, je fais attention que je sois parée
qu'il y ait des serviettes au pied de mon lit, que j'ai mes draps de change prêts à intervenir, que j'ai pas tout à refaire dans la salle de bain pour me rechanger et être trempée, refaire mon lit trempé, etc. Je veille plutôt à ça. Mm. Parce que ça c'est compliqué. Ça c'est difficile. C'est un moment qui est compliqué. On est trempé, on a eu une fuite, on vit avec notre mari et qui subit aussi cet incident. Donc on est deux à être éveillés et j'essaye que tout soit prêt pour minimiser cet incident, pour pas avoir froid, parce qu'une fuite, ça trempe et on a tout de suite froid, par exemple. Donc, je suis prête à intervenir si jamais j'ai une fuite, ce qui m'arrive rarement, heureusement, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais je peux dormir correctement et comme le disait Sandrine, je peux revenir sur ma position ventrale sans aucun problème. Je peux bouger sans aucun problème. Avec mon raccord de poche à 1,5 litre. J'ai un raccord de poche à 1,5 litre Mhm. que je place bien avant de dormir grâce à mon Tubifast. Et encore une fois, mon passif de sonde à demeure m'a aidé à anticiper ce désagrément la nuit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question, Adeline. oui, merci Isabelle. Parce qu'effectivement, bah, t'es même allé au-delà, t'as anticipé, parce que Oh, pardon. Non, non, mais très bien, Bernard nous disait, vous ne traitez jamais de l'utilisation des poches de nuit. Donc j'espère, Bernard, qu'on a répondu à votre question. Sinon, Bernard, si vous souhaitez aussi pareil qu'on vous recontacte, je pourrais vous envoyer aussi le lien d'un webinar qu'on a réalisé avec Hollister et lequel, en fait, on parle justement de la nuit et on traite très spécifiquement du matériel médical qui y est associé. Maëva nous dit aussi, mon neveu s'est fait opérer la semaine dernière, poche provisoire sur Angoulême. Il voulait l'opérer d'une appendicite. Bref, sur Bordeaux, il a été opéré en urgence. Il n'arrive toujours pas à s'alimenter. Choc psychologique. Toute la famille craque, c'est dur. Il est au service des adultes et doit être accompagné chaque nuit. Michel nous pose une question. Existe-t-il pour les urostomisés des supports convexes pour poches vidables comme pour stomie digestive? Alors, bien sûr qu'il existe des poches une pièce convexe sur certains laboratoires, pas sur tous. Mais parce qu'il y a un laboratoire, moi, sur Toulouse, que je ne connais pas, je ne le connais que de nom, donc je ne connais pas les poches. Mais je suis sûre qu'il y a 3 laboratoires qui font une pièce convexe pour Et poche. juste les supports, Sandrine? Parce que je vois que Michel nous demande pour les supports Et des spécifiques. supports convexes, il n'y a pas de support spécifique pour les urostomies. C'est les mêmes supports, que ce soit urostomie ou colostomie, quels que soient les laboratoires, D'accord, les mêmes supports. les mêmes supports. Ok, merci. Mireille nous dit, avec quoi nourrir sa peau autour de la stomie? J'ai des irritations, peau rougie et des mangeaisons. Le spray ne suffit pas. Alors, souvent, on utilise une petite poudre spécifique qui a été fabriquée par les laboratoires qui a à base d'hydrocolloïdes et qui permet de cicatriser. Et après, il faut surtout voir pourquoi il y a cette rougeur. Parce que des fois, ça peut être lié aussi à un problème d'allergie. Et donc là, du coup, il faut surtout modifier l'appareillage pour trouver le laboratoire avec lequel on réagit le moins. Désolée, parce que souvent, les réactions sont liées à la colle contenue dans les appareillages et en fonction des laboratoires, il n'y a pas la même intensité de colle et donc on peut arriver à trouver un appareillage qui permet de ne pas avoir de rougeur. Donc là, il faut se rapprocher d'une stomathérapeute pour comprendre pourquoi il y a cette rougeur. C'est vrai que quand on rencontre une problématique de cet ordre, se rapprocher finalement de son professionnel de santé ou d'une stomathérapeute, si on est accompagné par une stomathérapeute, c'est peut-être le premier recours à avoir pour essayer de trouver une solution bah, le plus rapidement possible pour vous. Est-ce que On peut envoyer une photo. oui, Si je peux
parler de mon expérience. Oui. Avec FSK, justement, la possibilité, quand on est dans un département pauvre comme Lyon, en infirmière stomathérapeute, hein, donc c'est vrai que je ne suis pas suivie dans mon département, je suis suivie par FSK et on a cette possibilité d'envoyer une photo. Je pense, Sandrine, ça doit t'arriver, des patients t'envoient une photo pour dire ah voilà, j'ai ça avec mon briquet aujourd'hui, elle n'est pas nickel, qu'est-ce que tu en penses? Et tout de suite, on a une réponse et un échange avec l'infirmière stomathérapeute, bah, notamment de FSK, puisque malgré que j'habite Lyon, je suis suivie par FSK Lyon. Voilà. Donc ça peut être une solution pour des gens qui n'ont pas d'infirmière stomathérapeute ou d'infirmière libérale Pour gérer. Et moi, j'ai même pour beaucoup gérer. d'infirmières libérales qui m'envoient les photos en me disant Voilà, aujourd'hui, voilà. j'ai cette problématique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je travaille aussi beaucoup sur photo et je pense que toutes les infirmières chez FSK travaillent aussi sur photo. Oui, et c'est vraiment très appréciable, hein, vraiment très appréciable. C'est un confort de savoir, c'est réconfortant. Ouais. Est-ce que du coup, comme on a parlé du sujet de dormir, est-ce que Sandrine, tu aurais quelques mots à ajouter pour parler de la vie intime? Alors, la vie intime, moi, comme je dis toujours, c'est déjà, il faut se réapproprier ce corps. Il faut pas hésiter à cacher la poche si elle nous gêne. Voilà, il y a des gens qui disent, moi, je peux pas voir et je veux pas que mon compagnon voit. Pas de souci. Il existe sur le marché des bandeaux, des cache-poches que l'on peut mettre pour cacher. Après, l'intimité propre du couple, ça c'est, il faut déjà en discuter, voir les barrières que cette poche fournit à l'un et à l'autre. Donc, il faut beaucoup communiquer. Moi, je conseille toujours au couple de communiquer. Parfois, j'interviens dans les discussions quand il y a besoin. Et après, l'intimité, c'est pas juste un rapport sexuel. L'intimité, c'est l'affection qu'on se porte tous les jours, en se disant bonjour, en se disant je t'aime, en se tenant la main, en se prodiguant des caresses. Voilà, parce que pour certains, c'est j'ai retrouvé une vie intime juste parce que j'ai réussi à faire l'acte sexuel et pour moi, c'est pas ça. Après, il y a des barrières physiques. Il y a des personnes, en fonction des interventions qu'elles ont subies, dans leur couple, tout va bien. Ils veulent avoir un rapport sexuel, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a eu un problème d'impuissance ou autre. Se rapprocher du coup d'un professionnel de santé. Donc pour l'homme, plus ou la femme, des sexologues. Les sexologues sont là pour reprendre le relais derrière, essayer de trouver ce qui bloque. Donc pas hésiter. Moi, je sais que sur mon secteur, j'ai la chance d'avoir plusieurs professionnels de santé et, euh, et après en parler à son médecin quand on le revoit, son chirurgien quand on le revoit. Mais voilà, déjà, la première des choses, c'est la discussion. C'est vraiment important. Dire ce qui convient, ce qui convient pas. Pas hésiter à cacher la poche par des bandeaux, des cache-poches, euh, des vêtements coquins parce que on en voit beaucoup pour les femmes, mais ça existe aussi pour les hommes. Parce que je vous promets qu'il y a quelques années, j'avais recherché pour un de mes messieurs stomisés qui débutait juste avant l'intervention une nouvelle relation et du coup, on avait trouvé des choses très coquines pour pouvoir justement camoufler la poche et que ça se passe bien pour lui psychologiquement, puisque le blocage ne venait pas de sa compagne, mais le blocage venait de lui. Donc voilà, pas hésiter à en discuter avec sa stomathérapeute qui pourra aussi orienter vers la bonne personne. Je pense que Sandrine, il y a des choses qui doivent faire écho à Isabelle dans ce que tu viens de dire. Oui, l'écho important, c'est la possibilité d'en avoir parlé avec son chirurgien. Mm. Avant, on a anticipé cette, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis ensuite,
effectivement, c'est comme on se l'est approprié, on a peut-être chacun notre façon de la cacher, cette poche, de la rendre jolie, de la rendre coquine. Et c'est pas un tabou. Elle est là et on peut la rendre agréable. On peut rendre son corps agréable, même si on a la poche. Et donc, l'accompagnement, comme disait Sandrine, effectivement, la tendresse, la sexualité, ça ne se résume pas à l'acte sexuel. Il y a effectivement tout ce que tu disais, Sandrine, bien évidemment, et à la tendresse. Mais je reconnais que j'avais anticipé ça avec mon chirurgien Mmh. et c'était pas une problématique. Mais encore une fois, le passage de la sonde à demeure, de l'autosondage, ce que j'ai vécu avant, a fait que c'était pas un sujet tabou. Donc voilà. Mais je comprends. Et je vais juste rajouter une petite chose, certains patients, surtout sur des colostomies, parce que sur les briquets, c'est un peu plus compliqué, les laboratoires ont créé des fois des mini poches, et j'ai certains jeunes patients qui nous demandent les mini poches justement pour, quand ils connaissent correctement leur transit, pour anticiper les relations et qui sont plus facilement encore camouflables. Il ne faut pas hésiter sur les salons, à aller sur vos salons, ce qui est organisé, parce on y fait des belles rencontres et il y a des créateurs, hein, des créatrices euh, de, de jolies petites choses coquines à laquelle on n'aurait pas forcément pensé ou on n'a peut-être pas envie nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est intéressant de parcourir les salons, d'avoir des échanges. Euh, pour habiller notre poche et la rendre coquine. J'allais effectivement rebondir là-dessus, Isabelle. Aujourd'hui, il y a des marques effectivement Oui, que l'on rencontre hein, sur des événements. Là, tout de suite, je pense oui. à Yasmine Tatiboué qui a la marque Intimed que vous pouvez Med, voir sur différentes assemblées d'associations de stomisés. Et on a aussi également Stomapot tout à fait. représentée par Nathalie Salvi et Catherine Herbe. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a il y a des petites choses qu'on peut avoir et qui peuvent aider pour la vie intime et puis aussi qui peuvent être des petites astuces pour s'habiller. Je reprécise juste pour répondre à Maëva que ce webinaire est enregistré et du coup, vous recevrez le replay euh, à l'issue de cet événement. On continue pour parler maintenant de savoir s'hydrater et manger avec le témoignage d'une personne stomisée digestive. Donc, je ne sais toujours pas comment faire. 5 ans après, certains de mes amis me servent du cassoulet, de la choucroute, autant de plats que je ne peux pas manger. Je ne leur dis rien, mais je ne mange rien non plus. Alors, qu'en est-il du coup des conseils pour savoir s'hydrater et manger, Sandrine? Alors, l'hydratation, quelle que soit la stomie, est importante. Ça, par contre, c'est quelle que soit la stomie, il faut correctement s'hydrater. Encore plus quand on a un briquaire, parce que là, il n'y a plus la vessie pour filtrer avant les reins. Donc, si on a une infection, ça sera forcément une pyélonéphrite. Donc, il faut s'hydrater correctement. C'est préconisé 1,5 litre par jour. Mais quand on a une stomie digestive, c'est la même chose. L'iléostomie, le risque de déshydratation est sévère puisque l'intestin n'a pas encore pu réabsorber correctement l'eau et l'intestin grêle, à l'origine, n'est pas fait pour ça. Il apprend à le faire, mais à l'origine, il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que pour les patients qui ont une iléostomie, souvent, on leur préconise de boire de l'eau de Vichy en complément de l'eau plate. Donc, je dis bien, c'est un complément. Parce que déjà, des fois, ils boivent que la Vichy et c'est pas, voilà, il faut aussi quand même amener de l'eau plate.
Et on s'est rendu compte que cette eau permettait une meilleure absorption par l'intestin grêle des nutriments, même si les gens me disent, oui, mais je bois beaucoup et du coup, je vide beaucoup ma poche. Oui, mais ça évite la déshydratation et ça évite de se retrouver en réanimation. Et pour les colostomies, ça évite aussi l'hydratation, la constipation. Car beaucoup de gens, au final, quand on discute avec eux sur du long cours, ils disaient, mais avant la stomie, déjà, j'étais constipée. Mais souvent, c'est par manque d'hydratation. Il faut savoir que notre corps réabsorbe toute l'eau dont il a besoin, et s'il en reste pour faire glisser les selles, tant mieux. S'il n'en reste pas, on se constipe. Et parfois, avec une colostomie, on peut avoir une gastro et donc du coup se retrouver avec des selles liquides. C'est pas parce qu'on a une poche qu'on n'a pas malheureusement les virus et donc il faut correctement s'hydrater. Au niveau alimentaire, moi je conseille pas spécifiquement quelque chose pour les urostomies et pour les colostomies. C'est une alimentation normale, équilibrée. Donc, si on a les selles un peu trop dures, eh bien, on va manger un peu plus de fibres. Si on a des selles un peu trop liquides, on va manger un peu plus de féculents pour ralentir le transit. Au niveau briquaire, normalement, une fois qu'on a repris un transit normal, on n'a pas de souci. Donc, il faut par contre juste que les urines restent bien claires. Même si on sait qu'il y a certains aliments qui vont rendre les urines colorées ou odorantes, comme les asperges et la betterave en grosse quantité, ça peut rendre les urines rosées. Sur l'iléostomie, il y a un peu plus de précautions à prendre. Parce que beaucoup maintenant de chirurgiens partent du principe qu'il n'y a plus de régime, parce qu'avant, pendant des années, un patient qui avait une iléostomie, il était en régime sans résidus strict, mais on s'est rendu compte que ça n'apportait pas plus à la stomie et au contraire, les patients se dénutrissaient. Donc, maintenant, on dit il peut manger de tout. Il peut manger de tout, mais toujours associé à un féculent à chaque repas, ça c'est important pour essayer de ralentir le transit et adapter le traitement qui a été prescrit par son chirurgien pour essayer de rendre ses selles un petit peu plus compactes. Après, il faut se faire plaisir. Moi, ici, je suis toulousaine, chez Castelnaudary, à moins d'une demi-heure, le pays du cassoulet. Et j'ai mes patients stomisés, même digestifs, qui mangent du cassoulet. Par contre, ils savent très bien que le lendemain, ils vont avoir un peu plus de flatulence. Le jour où ils mangent le cassoulet, ils savent que le lendemain, ils vont rester un peu plus à la maison. Ou alors, j'ai d'autres patients qui ont opté pour le côlon silence, qui est un appareillage qui se place sur la poche, par-dessus la stomie. Donc, c'est une coque rigide avec à l'intérieur une mousse pour bien protéger la stomie, pour ne pas la blesser. Et ça permet d'atténuer le bruit des gaz. Donc, c'est vrai que l'autre fois, j'avais, parce que même des fois, sans manger des choses particulières, il y a des gens qui ont beaucoup de flatulence et il sortait plus de chez lui, ce petit monsieur. Et depuis qu'il a le côlon silence, il a repris une vie normale parce que ça atténue énormément le bruit et du coup, il a une vie sociale maintenant normale. Donc, voilà mes petits conseils. Après, il faut toujours écouter sa diététicienne. Si on a vu une diététicienne sur l'établissement, c'est elle qui prime. C'est pas moi qui prime, c'est pas la stomathérapeute, c'est la diététicienne ou son chirurgien. Quand le chirurgien a préconisé un régime, c'est lui qui prime, c'est lui qui... Et donc, on doit suivre ce qu'il nous a dit. Merci Sandrine. Isabelle, du coup, pour toi, comment ça se passe du coup dans le quotidien? Veiller à bien s'hydrater, effectivement. Veiller à bien s'hydrater et 2 litres et demi, c'est bien parce que je ressens des douleurs rénales
gauche, mais c'est lié à mon état neurologique de vessie neurogène qui a eu, et donc voilà, bien veiller à s'hydrater. Ça, c'est très, très, très important. À savoir, je voulais rajouter le bienfait de ma Queen Bee, de ma stomie. Je voulais dire avec une grande importance que depuis que j'ai ma stomie, je n'ai fait qu'une seule infection, une seule pyélonéphrite, alors que j'étais en pyélonéphrite chronique. Et ça, c'est très, très, très important. C'est veiller à bien s'hydrater, et la stomie a été une délivrance. Et à cela, Isabelle, donc en plus de l'hydratation, il y a Anne-Marie aussi qui nous partage que la Oui, première chose est de bien mâcher. Ça arrange bien des choses au niveau digestif et Anne-Marie est ancienne diététicienne. Donc finalement, bah, bien manger, ça passe d'abord par aussi bien mastiquer. Euh, Elle a ouais. raison, surtout pour les iléostomies. Parce qu'autrement, les gens retrouvent leur coquillette entière non mastiquée Ah, dans la poche ou d'accord. voilà, d'autres morceaux non voilà, identifiables. Donc, elle a tout à fait raison, je l'ai oublié, mais la mastication, c'est le premier pas dans l'alimentation. On mastique bien, on prend le temps de manger. J'ai aussi Sylvie qui nous demande s'il est possible d'avoir les fiches du webinaire. Alors c'est vrai que vous voyez que tous les conseils que nous distille Sandrine eh bien, sont appuyés de fiches conseils que vous voyez apparaître sur le côté. Donc si vous souhaitez les avoir, voilà, cliquez bien sur l'onglet Nous recontacter. Comme ça, on pourra vous les envoyer à la suite de l'événement. Euh, on va continuer. Je vois que Christiane parle des bienfaits de l'hydratation aussi, puisque ça évite les tiraillements de la peau. Donc, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut s'hydrater. s'hydrater. Euh, on va continuer du coup pour parler de la reprise d'une activité physique. Et je pense qu'on va pouvoir répondre aux personnes qui se posent des questions sur la piscine notamment. Donc, on a le témoignage d'une personne stomisée digestive qui nous dit retourner se baigner à la mer avec ses petits-enfants, se confronter au regard des autres. C'est une sacrée étape que j'ai eu du mal à passer, mais symboliquement, c'est un grand moment. Est-ce que, Sandrine, tu peux nous parler de la reprise de l'activité physique? Alors, la reprise de l'activité physique, elle ne se fait qu'après accord du chirurgien, donc souvent un mois et demi après la chirurgie. Ça, c'est important, c'est pour laisser le temps au corps de cicatriser correctement. Autrement, on peut avoir des complications et donc ça serait délétère. Le premier mois, la seule chose qui est autorisée, c'est la marche. Elle est autorisée et obligatoire pour éviter tous les problèmes de phlébite. Après, on reprend progressivement. Et on reprend progressivement en fonction de son ressenti. On n'est pas tous pareils. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui fait absolument pas de sport, mais j'ai plein de patients qui font du sport. Et là, j'ai une jeune dame qui faisait de l'équitation à haut niveau. Et 2 mois après sa chirurgie, elle a pu remonter sur son cheval et reprendre les entraînements progressivement. J'en ai d'autres qui faisaient de l'escalade et qui sont repartis après 2 mois refaire des petits parcours d'escalade. Donc, c'est vraiment, une fois qu'on a le feu vert de son chirurgien, on reprend les activités que l'on faisait. La seule chose qui est interdite quand on a une ostomie, c'est les sports violents, type rugby. Où on peut avoir malheureusement des coups trop violents sur la stomie et donc ça serait délétère. Donc il y a quelques sports comme lui qui sont malheureusement proscrits avec une stomie. Mais après, il n'y a rien de proscrit. Au niveau de la piscine,
Il n'y a rien qui interdit à un patient stomisé d'aller dans l'eau, d'aller en piscine, malgré ce que l'on peut croire, malgré ce que les gens disent. C'est une méconnaissance, mais il n'y a pas de texte qui interdit à un patient de rentrer dans l'eau. La seule chose, c'est qu'on prend des précautions et on essaye de voir avant si sa poche tient bien, résiste bien à la baignade. Et donc, moi, je dis aux gens de ne pas hésiter à la tester en baignoire s'ils ont la chance d'avoir une baignoire chez eux. S'ils n'ont pas de baignoire, ils essayent de voir un ami proche ou quelqu'un de la famille pour tester dans une baignoire. Voilà. Les laboratoires préconisent une baignade d'une durée de 20 minutes, puis de ressortir de l'eau et ensuite d'attendre que ça sèche avant de revenir dans l'eau. Moi, je conseille après, une fois qu'on est sûr d'avoir fini de se baigner, de changer la poche parce que souvent le filtre, même si on a mis les cache-filtres, peut être saturé. Donc, voilà, la rechanger après. Mais j'ai des patients qui sont coquins, qui ont testé donc leur poche, qui savent qu'elles tiennent bien et qui après se sont inscrits en piscine où ils n'ont pas dit qu'ils avaient une stomie parce que, comme je vous dis, par méconnaissance, on dit que les piscines municipales sont interdites aux patients stérilisés. Or, c'est faux. Et elle se baignait pendant 1 heure et quart, en continu parce qu'elle savait que sa poche allait tenir, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et ensuite, elle rentrait chez elle et souvent, elle rechangeait sa poche qu'une fois arrivée chez elle, même si elle avait quand même le matériel pour pouvoir se changer en cabine s'il y avait eu besoin. Elle avait toujours sur elle le matériel pour se rechanger. Après, il faut trouver des maillots de bain. Alors moi, je conseille toujours du bicolore pour les dames en une pièce ou j'ai des patientes qui ont rajouté des petits bouts de tissu pour faire comme un petit volant pour éviter qu'on puisse voir l'appareillage sous le maillot. Pour les hommes, plutôt des maillots un peu hauts, surtout s'ils ont la stomie haute. Moi, j'ai un patient, le pauvre, qui allait en piscine aussi et qui avait une stomie sous-costale. Donc, on avait trouvé la solution avec les semi-combinaisons à bretelles qui permettaient que ça le prenne sous les seins et donc, du coup, sa poche était bien cachée dessous. Voilà. C'est mes petits conseils. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je vais laisser la parole à Isabelle, qui a aussi beaucoup de choses à dire. Et oui, Isabelle, dis-nous tout sur tes pratiques de l'activité physique. Pratique de l'activité physique. À la base, j'étais sportive, donc voilà. Et ça, c'était un défi de reprendre une activité sportive et j'ai repris dès que j'étais opérée. J'ai repris selon les conseils de mon chirurgien, bien évidemment. Et j'ai écouté mon chirurgien, bien évidemment. Mais j'ai repris la marche immédiatement. Je marche pratiquement 10 km par jour, chaque jour. J'ai repris l'activité piscine très, très vite derrière, bien évidemment, après la cicatrisation. Et donc, j'ai pratiqué la piscine, pas avec un maillot de bain, une pièce, parce que j'ai envie d'avoir le ventre à l'air et d'être comme avant. Et j'ai trouvé, avec mes filles, on s'est attelé à trouver des maillots de bain, et ça existe, avec des culottes hautes, et ça cache entièrement la poche. Et j'avais anticipé avant mon opération. J'avais trouvé des maillots de bain avant mon opération. Et puis, j'ai un passif de nageuse, donc j'ai même plongé avec ma poche. J'ai fait dans la mer, je me suis baignée grosso modo 1 heure et demie sans avoir aucun souci de décollement de la poche. Comme dit Sandrine, je vérifie quand je sors de l'eau, je la sèche bien et je n'hésite pas à la changer. Je change mon support de poche parce qu'on n'est pas à l'abri, ça m'est arrivé une fois, et on n'est pas à l'abri d'un décollement. C'est juste ça. Quand je sors de l'eau, j'y suis restée longtemps
Et j'allais en cure thermale par rapport à l'aspect neurologique de ma pathologie. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une cure thermale et j'ai eu aucun souci euh, de, de décollement de poche pendant mes soins thermaux. À savoir que quelqu'un qui voudrait faire une cure thermale ne peut plus avoir accès, par contre, au bassin commun. On n'est que dans des soins qui sont privés. Mm. Et on peut faire une cure thermale, on peut courir, on peut. Et j'ai réussi à faire du ski de fond. Mm. 6 mois après la pose de ma poche, j'ai fait du ski de fond. Et c'était vraiment formidable. Et je suis capable de faire du vélo. Alors ça, c'était un défi. J'ai commandé mon vélo avant d'être opérée. Et je savais que j'allais l'avoir après mon opération. Je me suis commandé un vélo électrique. Et j'ai eu cette chance de pouvoir faire du vélo. Et c'est que du bonheur. Et là, pour le coup, je mets un raccord de poche de 850 ml. Et je suis tranquille. J'ai pas de soucis au niveau de la poche. J'utilise énormément un raccord de poche de 850 ml pour toutes mes activités sportives. Voilà. Ça, c'est un grand bienfait. C'est une grande invention, le raccord de poche. Ce que tu dis, Isabelle, c'est que finalement, aujourd'hui, tu te limites pas vraiment dans toutes les activités que Non, tu peux réaliser entre le ski de fond, le vélo. T'as pas parlé de la danse, mais je sais aussi que tu fais de la danse, que tu fais de la marche. oui, En tout cas, bref, ça ne t'arrête pas et je vois que tu n'es pas la seule parce que on a Yasmine qui nous dit je pratique la piscine municipale 2 fois par semaine d'1 heure avec une iléostomie. Guy nous parle d'une sportive suédoise de haut niveau qui fait du hand et qui évolue même à l'international. tout à fait. Euh, ouais, je pense que ça, c'est quelque chose dont tu as aussi entendu parler. Mathilde aussi nous dit, étant jeune et très sportive auparavant, faisait de Oui, l'escalade, du kayak, de la pole dance. Le chirurgien, donc, comme disait Sandrine, a donné le feu vert, doucement mais sûrement, mais elle avoue qu'elle a peur de créer une complication type prolapsus ou éventration pour son iléostomie qui est définitive. Elle a demandé si elle pouvait bénéficier d'un kiné et elle a une ordonnance. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, elle demande qu'est-ce qu'on peut reprendre comme sport le plus rapidement. Je crois qu'on en a cité quelques-uns, mais qu'est-ce que vous en pensez finalement de sa reprise d'activité sportive par le kiné? Commencer. Là, c'est elle qui voit sincèrement. Par contre, il faut qu'elle trouve un kiné qui lui fasse faire des mouvements adaptés avec une rééducation progressive abdominale. Pas qu'il la balance d'emblée juste sur le vélo, surtout si elle n'a pas repris encore son activité. Le risque de complication, il est là, mais après, moi, je sais que j'ai certains patients qui, avant certaines activités, se sont fait prescrire des ceintures abdominales qui sont remboursées à hauteur de 2 à l'année sur des petites hauteurs, hauteur 15 centimètres, pas plus, qui placent donc du coup par-dessus la poche en faisant attention de pouvoir passer le bout de leur main de manière à ce que la poche puisse se remplir quand même, mais ça permet de les rassurer et aussi de prévenir les complications. Donc, il faut aussi qu'elle en discute avec son chirurgien pour voir si elle peut bénéficier d'une ceinture abdominale pour la rassurer, mais ceinture qu'elle ne portera pas la journée. C'est juste le temps d'une activité précise. Parce que le but, c'est qu'elle refasse ses muscles abdominaux pour pouvoir faire toutes ces activités qu'elle faisait. Voilà, mais pas hésiter. oui, Et et justement en vélo, euh, c'est très bien, Sandrine. En vélo, effectivement, j'utilise une ceinture abdominale parce que le vent me dérange un peu et la posture me dérange un petit peu par rapport à la poche. Donc, j'utilise une ceinture abdominale.
et mon cycliste, je mets 2 shorts de vélo, ce qui maintient vraiment très, très bien, la poche. Mais moi, j'ai pas le souci, de du support, enfin de la poche qui se remplit, puisque j'utilise un raccord, encore une fois, que je cache avec du Tubifast et c'est pratique. C'est beaucoup plus pratique de faire du vélo avec un raccord de poche. Si Mm. j'avais, si j'avais un moyen d'aider, Yasmine, je crois, ou je sais plus, son prénom, Mathilde. c'est bien Mathilde, c'est bien plus simple. On n'est pas gêné du tout pour faire du vélo. On est en totale liberté. Même pour faire du ski ou pour faire un quelconque autre sport. Enfin, je ne sais pas si Guy utilise les mêmes astuces que toi, mais en tout cas, il pratique la marche, la natation, le cyclisme et surtout le ski alpin. Et on a Oui, aussi du coup Magali qui a repris alors, un mois après, le tir à l'arc. Donc, comme quoi, finalement, il y a plein de possibilités en termes d'activité physique. Et Christiane oui, souligne qu'il n'y a aucun texte de loi qui interdise l'accès aux piscines pour les personnes qui sont stomisées. Le problème, il est récurrent lorsque la personne stomisée doit effectuer une cure thermale et donc cela se fait au bon vouloir du directeur d'établissement. Et donc, du coup, ce que c'est tu nous as exactement ça. partagé, Isabelle. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On n'a pas du tout accès et c'est au bon vouloir du directeur. Et moi, j'ai eu la chance d'aller dans une cure thermale où le directeur accepte, les médecins acceptent les gens qui sont porteurs de stomie. Et ça, c'était un vrai cadeau. Je voulais juste te dire qu'on est capable de faire, on ne sait pas ce que le corps est capable, nos réserves. Euh, 5 semaines après mon intervention, je chantais avec Jean-Louis Aubert sur scène, avec 1000 choristes. Et j'ai fait 2 concerts avec Jean-Louis Aubert, 2 concerts de 2 heures et demie. Et c'était extraordinaire. Et jamais j'aurais pensé que j'étais capable de le faire. Tout est possible. Tout est possible. Il faut se lancer. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut se lancer. Et autant dans la vie active que dans la vie sociale. Il faut se lancer. On va effectivement, je pense, se lancer sur ce sujet, sur la reprise de la vie active. Donc du coup, on peut parler donc de ce témoignage d'une personne qui est stomisée urinaire. Donc il faut tout réapprendre, comment s'organiser pour aller au restaurant ou dîner chez des amis, comment leur expliquer car ils ne savent pas les conséquences concrètes pour moi, comment éviter de vidanger les Oui. poches tous les quarts d'heure. Euh, et donc, du coup, Sandrine, que peux-tu nous dire? Est-ce que tu as quelques messages à passer là-dessus? Alors, tout simplement, comme c'est une stomie urinaire, elle peut, comme le fait Isabelle, raccorder sa poche à des poches complémentaires, des poches de jambes qui peuvent s'adapter soit sur la cuisse, soit sur le mollet en fonction du vêtement que l'on porte, qui ont une capacité de 500 millilitres jusqu'à 850 pour les poches de jambes. Donc, on peut couper le tuyau à la bonne taille pour pouvoir l'adapter là où on veut. Et ça permet donc de pouvoir sortir libre et de ne pas vider sa poche régulièrement quand on est en soirée. Ensuite, il faut quand même toujours prévoir de quoi se changer. Là, c'est pour toutes les stomies que je parle, hein. On prévoit toujours de quoi se changer parce que surtout les premières fois où on peut avoir un gros coup de stress, ben c'est là où il va y avoir un problème. Donc, on a déjà prévu le matériel avec l'après-découpe déjà faite, un paquet de Kleenex et sa poche et un petit sac poubelle. Comme ça, on peut se changer n'importe où quand on est autonome. Après, on dit ou on dit pas, ça c'est chacun. Voilà, il y a des patients qui vont dire sans difficulté à toute leur famille et leurs amis proches qui sont porteurs d'une stomie. J'ai des patients qui ne veulent pas le dire et c'est leur Mm. droit. Voilà, je ne juge pas là-dessus.
Et les poches, on arrive facilement à les camoufler sous les vêtements. Donc, si on ne veut pas dire, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Et l'activité professionnelle, eh ben, on la reprend après accord du chirurgien. Souvent, on fait une visite médicale à la médecine du travail pour pouvoir voir si le poste que l'on a est adapté à la stomie et si il y a les conditions sont requises. Mais moi, j'ai plein de patients stomisés qui travaillent et il n'y a vraiment aucune difficulté. Par contre, aussi sur leur lieu de travail, ils ont de quoi se changer pour pouvoir pallier s'il y avait un problème. La vie associative, ben, il n'y a pas de problème. Si déjà on est à l'aise après avec la famille, avec les amis, et si on a repris une activité, on peut voilà, faire une vie associative sans difficulté. Il faut reprendre ses habitudes et il faut continuer à vivre. C'est ça le mot-clé. Continuer à vivre. Oui, vivre avec une ostomie, c'est pas facile tous les jours, mais on peut vivre avec, vraiment. Et je laisse la parole à Isabelle qui a plein de choses à dire. Oui, je confirme ce que tu viens de dire, Sandrine. On peut vivre avec une stomie, mais j'entends bien les difficultés de chacun. Moi, pour moi, c'est pas un gros problème. Donc, j'ai effectivement mis ça en place. Peut-être mon parcours de sonde à demeure m'a aidé en ce sens aussi, hein. Donc, effectivement, j'ai toujours une poche de jambe sur moi, là où je vais. Et je suis capable de vider ma poche sans que personne ne s'en aperçoive parce que j'ai adopté une technique. J'ai toujours une bouteille de Contrex, enfin une bouteille d'eau minérale vide avec moi dans mon sac. Et là où je me déplace, je peux vider ma poche de jambe sans que personne s'en aperçoive, par exemple. Ça, c'est. Et quand je vais chez des amis, en général, mes amis, sont au courant de ce qui m'est arrivé, parce que ça ne pouvait pas être autrement que ça, parce que je passais beaucoup de temps à l'hôpital et en HAD, donc ça ne pouvait pas être autrement. Donc ils sont au courant de mon état et on n'a pas à cacher, enfin, quelque part, on n'a pas à cacher ça non plus. Mais chez mes amis, il y a une petite pochette, quelque part, chez eux, où il y a un support de poche, une poche, quelques compresses, etc. Chez ma famille, c'est exactement pareil. Là, dans les lieux que je fréquente le plus souvent, tout est prêt au cas où j'ai une fuite, où j'ai un petit accident. Et ça, c'est rassurant. Ça fait du bien de savoir qu'on a notre matériel à disposition là où on va aller. C'est rassurant et c'est une sécurité aussi en plus du coup pour toi. Une petite astuce en tout cas Petite euh, astuce, oui, qui te permet d'être un petit peu plus sereine, en tout cas de pas y penser. de ne pas y penser. Je vais juste rebondir sur les trois derniers témoignages qu'on a reçus, alors surtout des questions qui, je pense, peut-être se rejoignent. On a Brigitte qui nous dit j'ai une hernie et éventration au niveau de ma stomie, que faut-il faire? Et de l'autre côté, on a Yasmine qui dit j'ai l'impression d'avoir une éventration, une petite boule et je ne reconnais plus mon ventre après la remise en continuité. Je pense que le premier message déjà, c'est peut-être il faut absolument revenir au Ensuite, professionnel de santé ou de la stomathérapeute qui vous suivent. Et quelques recommandations on peut avoir, Sandrine? Alors, la première des choses, c'est reprendre rendez-vous soit avec sa stomathérapeute et surtout avec son chirurgien pour vérifier s'il y a réellement une complication d'éventration. Et ensuite, des fois, ils vont demander des imageries complémentaires pour voir s'il y aura des conséquences ou pas. Et surtout, tant qu'on n'a pas vu son chirurgien, éviter le port de charges lourdes si possible.
de manière à éviter que ça prenne de l'ampleur. Et après, voir avec le chirurgien, soit si c'est réopérable, soit si c'est pas réopérable, si c'est réellement une éventration, hein, parce que moi, je vois pas le ventre, je veux pas dire. On peut aussi rajouter une ceinture abdominale en attendant d'aller le voir si on en a déjà une, parce que souvent les patients ont eu en post-opératoire une ceinture abdominale, donc on peut tout à fait la remettre. Par contre, elle se met toujours en position allongée, ça c'est important. Quand tout est à plat, puisque autrement, dès que l'on se lève, et c'est là souvent que l'éventration apparaît, ça met de la pression dans notre ventre, et donc du coup, c'est là où la grosseur ressort. Donc c'est pour ça que la ceinture, elle se met toujours en position allongée. On étale sa ceinture sur le lit ou sur le canapé, on s'allonge dessus, et après, on positionne correctement sa ceinture sur le ventre. Mais c'est que le chirurgien qui pourra confirmer s'il y a réellement une complication ou pas. Et Yasmine, du coup, qui elle est remise en continuité, si j'ai bien compris, elle a demandé un rendez-vous avec son chirurgien. Est-ce qu'elle doit lui demander une échographie? Ça, c'est lui qui va juger de l'examen à faire, tout simplement. Mhm. Il y a des chirurgiens qui demandent des échographies, il y a des chirurgiens qui demandent des scanners, il y a des chirurgiens qui, juste au visu, voient ce qu'il y a et disent ce qu'ils vont faire. Donc là, c'est son chirurgien qui décidera. J'ai une dernière question parce que je me rends compte qu'on n'y a pas répondu. Laurent demandait quelle est la fréquence de changement des poches briquières, donc en urostomie. J'entends 2 fois par jour. Personnellement, sauf accident, je les change tous les 2 jours, voire tous les 3 jours selon mon activité. Et Laurent nous dit qu'il est retraité, mais fréquemment dans les forêts comme bûcheron, amateur ou au potager. C'est quoi finalement la fréquence de change? Alors, la fréquence de change dont j'ai parlé au tout début, c'est souvent pour des poches digestives. Digestives, D'accord. c'est 1 à 2 fois par jour. Le briquet ou toutes les urostomies. Officiellement, on change sa poche tous les jours, 1 fois par jour. Ça, c'est le rythme qui est préconisé. Dans la réalité, nous avons beaucoup de nos patients qui changent en réalité la poche que tous les 2, 3 jours. Elle tient bien, ils ne voient pas l'utilité de la changer. Voilà. Moi, je fais partie de ces stomathérapeutes que cela ne dérange pas du tout. Parce que si leur peau va bien, qu'elle est saine, qu'il n'y a pas de rougeur, qu'il n'y a pas de problème, si c'est un rythme qui leur convient, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais officiellement, c'est préconisé 1 fois par jour. D'accord, très bien. Bah, c'est noté. Merci Sandrine. Je pense que le message qu'on peut reboucler, en tout cas sur la reprise d'une vie active, donc au-delà finalement de la vie, la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, je pense qu'on peut porter une attention particulière aussi à la reprise via la vie associative. Est-ce que tu peux nous en dire juste 2 petits mots, Isabelle, pour qu'on termine ce webinaire? C'est la continuité de la vie, reprendre la vie associative. C'est la preuve qu'une stomie, ça n'a pas de. Il n'y a pas de frontière avec une stomie. On peut reprendre une vie associative. Et au contraire, on- il faut éviter d'être en repli sur soi-même, je pense. Mais peut-être, je comprends que ce n'est pas le cas de tout le monde et que on peut être dérangé psychologiquement par une stomie parce que c'est quelque chose qui peut être considéré comme une mutilation, en fait. On n'a pas parlé de mutilation, mais notre corps change. Et j'entends bien. Mais je pense que la vie associative, c'est important. La vie sociale, c'est important, oui. Ouais, c'est ça, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des expériences finalement très diverses et variées, qui ont pu aussi avoir une stomie soit programmée, soit en urgence. Le vécu n'est pas le même. Le fait d'avoir été accompagné aussi par une infirmière stomathérapeute et peut-être aussi de s'échanger les quelques conseils pour avancer
en tout cas le plus sereinement possible et de se dire que finalement, voilà, ce qui va compter en fait, c'est d'avoir le meilleur accompagnement possible et avec des personnes aussi qui ont cette expertise en établissement ou au dehors aussi de l'établissement. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant qu'on clôture? Non, c'était intéressant de partager mon expérience et je pense que c'est important de partager, de rencontrer des gens qui sont stomisés. Et ça fait partie des choses qui sont rassurantes de notre vie. Je pense que quand on fait de la course à pied, on aime échanger avec nos copains qui font de la course à pied. Quand on fait de la natation, on aime échanger avec des nageurs. Et être stomisé, pourquoi pas échanger avec d'autres stomisés. Je pense que c'est important. Merci Isabelle. Sandrine, un dernier message pour toutes les personnes qui sont encore présentes, que ce soit des personnes stomisées, des personnes aidantes ou même des professionnels de santé qui sont avec nous. J'espère que ce webinaire a pu vous aider un petit peu. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher des infirmières stomathérapeutes de votre secteur et surtout, oui, parfois ça peut être compliqué de vivre avec une stomie, mais il faut vivre. On peut vivre vraiment avec une stomie. Parfois c'est dur, mais il faut passer au-delà et on voit que derrière, il y a des choses encore intéressantes qui vont vous arriver. Ah oui, des belles rencontres. On fait des belles rencontres et notamment rencontrer par exemple FSK, euh, avoir des contacts avec des infirmières stomathérapeutes, avoir préparé sa commande par exemple avec FSK, c'est un lien, garder des liens. Voilà, ça permet de garder des liens et c'est très 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 important. Merci beaucoup Isabelle, merci Sandrine pour Merci toutes à ces vous. recommandations, pour ces expériences de vie. Merci à tous nos participants, vos questions, vos témoignages. J'espère qu'on a pu répondre au maximum de vos questions. Si vous en avez encore, surtout, vous n'hésitez pas. Vous nous contactez. Vous avez un onglet pour nous contacter. On vous recontactera, nous, par téléphone ou par email. Et vous aurez du coup la bonne personne derrière au bout du fil si c'est Oui. un soutien clinique ou un besoin d'accompagnement ou autre, bien sûr. Je vois qu'il y a des questions sur les webinaires qui arrivent. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous joindre directement et là, vous tomberez sur nos chargés de clientèle au 0800 650 116. Nous sommes aussi présents du coup sur les réseaux sociaux où on partage justement tout ce que l'on fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère de très bonnes fêtes de fin d'année. On espère avoir le plaisir de vous retrouver en 2025 pour de nouveaux événements. Merci à tous. Merci. Merci, joyeuses fêtes à tous les stomisés. Joyeuse. Et FSK, C'est gentil, merci. Au revoir. Merci, au revoir. au revoir.